Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Fringale. J'espère que vous allez bien. Ils sont de retour, les conseils de classe. Et oui, on arrive maintenant à faire un tout petit peu de continuité sur Radio Fringale. Un format qui est sorti l'année précédente peut revenir l'année suivante, alors méfiez-vous. Le conseil de classe, je vous rappelle, nous nous mettons dans la peau d'une équipe pédagogique et non pas n'importe quelle équipe pédagogique, l'équipe pédagogique du Fringale Cyclisme Institut, une équipe dans laquelle les professeurs, le conseiller principal de l'éducation, même le proviseur sont extrêmement talentueux et pleins de connaissances. Ce soir, nous allons traiter une grosse question, une grosse catégorie qu'on n'avait pas eu l'an passé, la catégorie des sprinters. Et pour m'accompagner sur ce conseil de classe, le professeur de panache, vous le connaissez, on ne le présente plus. Adri, comment ça va ? Oui, salut à Thorne, salut à tout le monde. Et bah ça va, en pleine forme. Hein. De toute façon, le professeur de panache, ce soit d'être au top de sa forme, coûte que coûte, ou alors de faire semblant que l'activité soit présente. Alors, je vous avoue que voilà, sans spoiler, c'est pas avec la classe des sprinters que je me suis vraiment le plus régalé cette saison, mais quand même, on a eu quelques belles surprises et quelques belles perspectives. Donc, tout n'est pas à jeter en termes de panache pour ces garçons. Très bien, pour nous accompagner, celui qui malheureusement est un peu en disette en ce moment, bien que, on a eu une victoire dès le début d'année, c'est le professeur de français. Monsieur Titien, comment allez-vous ? Salut tout le monde, super content d'être avec vous. Effectivement, c'est pas non plus la catégorie où en termes de français, on est au top, on va dire, mais professeur de français, il est aussi attaché beaucoup aux courses sur route en France. Et là, voilà, il y a des très grandes courses, vous le savez, le Tour de France, Paris-Roubaix, Paris-Nice. Et je pense que les coureurs dont on va parler ce soir, ils pourront bien briller sur ces épreuves. Donc, au moins, ça me rassure de ce côté-là. Et puis, évidemment, il y a quand même des petits Français qui peuvent briller dans cette matière. Donc, moi, je les attends impatiemment. Et pour compléter l'équipe pédagogique de la soirée, celui dont finalement, c'est presque la classe préférée, c'est le professeur d'efficacité, Monsieur Loïc, comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? Un peu fatigué, mais l'efficacité, c'est de pouvoir performer même quand il y a de la fatigue. Parfait. Alors comme vous pouvez le constater, je sais aux grandes dames certainement de nombreux et nombreux spectateurs et spectatrices. Malheureusement sur cette saison 2, moi-même conseiller principal d'éducation La Torne, j'ai perdu mon accent. Hein. L'accent ne sera pas de mise. Je sais à quel point. Voilà. Je sais. Non. Voilà. Quel dommage. Après le harcèlement subi par mes collaborateurs, je me suis dû de rentrer dans le rang et moi-même de me mettre à parler comme l'ensemble des personnes présentes sur ce conseil de classe. Passons. Messieurs, je sens que vous avez une journée difficile, que ça a été un peu compliqué aujourd'hui en classe. C'est pourquoi je vous propose qu'on commence ce conseil de classe par un petit jeu. Voilà, histoire de se détendre les maxillaires. Qu'en pensez-vous ? Eh ben, allons-y. La pédagogie par le jeu, c'est ça votre Exactement. théorie, monsieur le CPE ? Eh ben, allons-y. Ah, je ne peux rien vous cacher. En effet, j'étais en formation il y a quelques semaines et... Voilà. Je vous ai préparé un petit jeu qui s'appelle Ciné-Vélo. Je vous explique rapidement. Je vais vous donner une phrase tirée d'un film. Normalement, dans cette phrase, on entend le nom d'un des personnages du film. Là, il faudra remplacer le nom du personnage du film par un coureur ou quelqu'un qui gravite autour du monde du vélo. Ok ? Moi, j'ai préparé des réponses parce que j'ai trouvé que ça allait bien. Je vous donnerai un point si vous trouvez ma réponse, bien évidemment, mais je pourrais éventuellement donner un point si vous ne donnez pas ma réponse, mais que je trouve votre réponse rigolote ou bien placée. Voilà. Pour avoir un point, il faut trouver le coureur ou un coureur, et bien évidemment un deuxième point, puisque Radio Fringale, c'est aussi de la culture, trouver le nom du film. Est-ce que vous êtes prêts ? Ça fait très peur. Est-ce que vous êtes prêts ? On va y aller. Hein. allez, c'est parti. Allez, première réplique. Cours ! Cours ! Forrest Gump, le film. Ok, et quel coureur ? Froome. Oui. Quel génie. Bien joué. Référence au Mont Ventoux, tout à fait. Chris Froome à pied dans la montée. Cours, Chris Froome court. Il me semble que c'est un doublé, hein, pour commencer ce petit jeu. Un doublé du professeur de panache. Quel panache pour commencer. On enchaîne. Non, tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit. Astérix Obélix. C'est un Astérix Obélix, j'accepte le point. Et maintenant ? Et si vous trouvez Tadej. Non, c'est pas Tadej. Non, si vous trouvez la vanne qui va avec le nom en plus, enfin la fin, je vous donne 2 points. Ça va avec le nom. C'est un vrai coureur qui est tombé dedans quand il était petit. Ça va avec Obélix du coup ?
Alors, ça va pas avec Obélix, mais la fin de son nom peut être gauloisisée pour que ce soit rigolo. C'est quoi C'est par rapport à la potion magique ou C'est par comment rapport à la potion magique, tout à fait. C'est un coureur qui serait tombé dans la potion magique étant petit. Coureur qui ne court plus, petit indice. Non, qui court plus. Qui était très puissant dans l'école. On se disait aïe aïe aïe. Armstrong. Non, Lance Armstrong. non. Bah non, ça peut pas être gauloisisé, Armstrong. Alors Mais il courait à son époque. C'est les gars. Un petit Vinokourov. Non, il venait de l'Est également, mais pas autant de l'Est que ça. Non, Ulrix. Ulrix. Ah. Oh non. Eh oui, bien sûr. Ulrich. Non, Yann Ulrix. Oh là là. Je vous ai dit que ça allait être fun. Adri, ça fait 4 points et tu l'as même gauloisisé, donc c'est bien, c'est 5 points, 5-0-0. Messieurs, le professeur de panache est encore en train de vous couper l'herbe sous le pied. On est habitué. Hein. Attention. Que ce jour reste à jamais gravé dans vos mémoires comme celui où vous avez failli capturer le capitaine. Jack Sparrow. En effet. Pirates Donc des le Caraïbes. film, c'est Pirates des Caraïbes. Et maintenant, vous devez penser à qui était le capitaine pirate le plus connu du peloton. Marco Pantani. Ah, Marco Pantani. Oui, tout à fait, exactement. Il aurait dit cette phrase à l'UCI en 2001 avant d'être chopé pour la... Ça fait 1 point pour Titien et du coup 6 points pour Adri. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Yes. Très bien. Toujours. Vous connaissez le docteur c'est un droïde. Astérix, Mission Cléopâtre. Tout à fait. Quoi Et vous pouvez encore une fois le gauloisiser, ce docteur. Docteur Mabusix. Oui, c'est Ferrarix. Oui, Ferrarix. exactement. Ah Putain, là là. Adri, quel talent. Ah bah oui, Il- quand on il parle est du trop docteur fort. Ferrari, il y a du monde là. Et maintenant, pour terminer, Il y a de l'expérience. j'en ai encore 2. Je vous fais celui pour lequel ce jeu a été créé. Et je suis si fier de la faire et je vais rire quand vous allez donner son nom. Quand fâché, lui, toujours faire ainsi. Oh, putain, c'est dans quoi ça? C'est un dessin animé On voit pas quel inspiré d'une bande dessinée. Et normalement, est un animal. Je reprends quand fâché, lui, toujours faire ainsi. Alors Le silence. Ouais, j'entends. Ça réfléchit de tous les côtés. Une BD pour enfants là? C'est une BD ou pour enfants, pour adultes, c'est une vieille BD, mais en tout cas, c'est une BD iconique. Tintin. Oui, c'est Yo. Tintin. Ah. Tout à fait, c'est bien Yes. joué, c'est Tintin. Alors, c'est Tintin où? Ah, Tintin au Congo. Non. Non. Ah. Ouais, limite. Faut sortir tous les Tintins en C'est liste. là, c'est ça, Tintin le- et le temple. du soleil. Du soleil. Voilà. Alors, que se passe-t-il dans Tintin et le temple du soleil? Il y a un animal qui, quand il est fâché, il fait toujours quelque chose. Et il le fait Ah, sur le lama. Tout à fait. Ah, Maintenant... Vanderpool. Oui, exactement. Le lama Oh, crache quand il est non. fâché, tout comme Vanderpool. Allez les groupies, on rigole un bon coup. Encore Il nous Vanderpool attaque fâché. directement. Aïe, ça fait 1 point pour Elle Loïc. était très bonne celle-là. Ah, Elle est je très bonne. je vous ai dit, Ouais, j'ai pensé à ouais, ça très pour bon. créer le jeu, donc voilà, je pense qu'elle est meilleure que toutes les autres. Et enfin, T'as pour... pas dit qu'il tapait sur les enfants aussi? non, j'ai pas trouvé de film encore là-dessus. Et pour terminer, allez, celle-là, elle est un peu poussive, mais je vous la fais quand même. Donc, le nom du coureur. Je suis ton père. Star Wars. C'est un Star Wars, tout à fait. Je prends 1 point pour Loïc. Et je peux vous dire que c'est un coureur que vous avez déjà cité, mais qui n'était pas dans le bon film, malheureusement. Un coureur qui pourrait être un peu notre Dark Vador et qui aurait Armstrong. un enfant qui court en ce moment. Ouais, Ah, c'est bah ça. oui, Armstrong, t'as raison, bah ouais, avec son fils. Non, c'est pas Armstrong. Ouais. Ah, même pas, parce que son Armstrong, fils s'appelle c'était Luke. en plus donc, l'empereur. Ah, magnifique. Alors, Ça marche pas. venu Est-ce qu'on de a l'Est. gagné avec. Venu de l'Est. Ah, Vino. Et Vino oui, Kourov. tout à fait. Et donc, c'est Nicolas. Je suis ton père. Ok. Ouais, un peu, ouais.
Voilà, oui, la dernière était un peu poussée, je dois l'avouer, mais bon, voilà, hein, on fait ce qu'on peut. Je l'avais gardé en question subsidiaire, vu que je l'avais sous la main. Voilà. Vanderpool était mieux, Ferrarix était bien aussi, Yann Ulrich, Ferrari, etc. c'était parfaite. Très bien, messieurs, mais je pense que nous avons bien rigolé maintenant. Nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Cher professeur, je sens que l'adrénaline est rentrée en vous. Vous allez maintenant pouvoir nous parler de nos coureurs. Aujourd'hui, on s'intéresse à la classe des sprinters. 4 élèves desquels on a prévu de parler. Arnaud Delis, Olaf Koy, Jasper Philipsen et Arnaud Desmar. Professeur de panache, vous avez décidé de nous présenter le petit Arnaud Delis. Oui, bah, le petit Arnaud Delis, parce que bon, il fallait quand même que je présente un sprinter qui ait quelques affinités avec ma matière, si vous voulez. Bien sûr, qui sèche pas les cours, quoi. Voilà, là, c'est ça. Le fait de pousser uniquement dans les 200 derniers mètres, moi, vous comprenez bien que ça m'emballe pas forcément. Donc voilà, et Arnaud Delis, donc sa saison 2023. Alors, il faut rappeler qu'il a 20 ans hein, à l'aube de cette saison. Hein, il est du 16 mars, donc il a fêté ses 21 ans le 16 mars 2023. Et avant ses 21 ans, il avait quand même remporté déjà 3 succès. Direct sur la première course, bam, il claque en Espagne. Et ensuite, il est toujours bien placé. Il fait une étoile de Bessèges assez remarquable. Aussi une présence remarquée sur les semi-classiques belges. Hein. On va noter la deuxième place au Het Nieuwsblad, la 7e à Kurn-Bruxelles-Kurn, 6e d'à travers les Flandres, 7e de la Flèche Brabançonne. Vraiment des belles performances. Alors, bon, sur les monuments, on voit qu'il n'a pas encore la longueur et puis la carrure d'encaisser vraiment ces heures et ces heures de selle et passer les 200 km, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais voilà, il faut pas oublier qu'il a seulement 20 ans, 21 ans et ses performances sont point remarquables, d'autant plus qu'il a quand même eu une grosse pression sur les épaules vu ses résultats l'année précédente. On l'attendait à exploser au plus haut niveau. Il a brillé en World Tour. Il a remporté des courses au World Tour et notamment dans la deuxième partie de la saison où il a brillé et il a remporté le Grand Prix de Québec, donc une classique World Tour. Voilà, remarquable de puissance comme toujours et il sait aussi, voilà on va dire les arrivées montantes où il faut de la force, il faut de la puissance. Hein, il n'est pas surnommé le taureau pour rien. Et là, il excelle et puis il y va quoi. Quand il faut appuyer sur les pédales, il appuie et ça fait très très mal. Il faut aussi noter qu'il a gagné au mois de janvier, il a gagné aussi au mois d'octobre. Il a vraiment gagné très régulièrement. Je crois qu'il y a juste le mois de juin où il a quasiment pas couru, où il n'a pas gagné. Ah puis si oui, avril-mars ça a été un petit peu plus compliqué, mais c'était la période des classiques, donc là il était sur une autre concurrence également. Alors le petit défaut pour Arnaud, c'est que pour l'instant il n'y a pas encore, même si le Grand Prix de Québec c'est une superbe victoire, il n'y a pas encore de grosses perfs sur des courses retentissantes du calendrier, non plus d'adversaires battus, voilà, des plus prestigieux du peloton. Mais voilà, moi je mets en avant sa progression qui n'est pas trop rapide et qui devrait lui permettre, je pense, très rapidement d'atteindre un niveau assez stratosphérique. Donc moi, si vous voulez, au niveau de ma mention, je vais me permettre de lui adresser les félicitations pour l'encourager à poursuivre dans cette voie. Très bien, écoutez, Arnaud Delis, moi j'étais, au début, quand on a préparé ce conseil de classe, j'étais extrêmement parti sur les encouragements. C'est-à-dire que l'année 2022, il est arrivé et tout le monde était là, waouh, hype de ouf. Qui c'est ce gars? L'année prochaine, il va tout péter et tout. Alors oui, très jeune bien évidemment, mais on sait qu'aujourd'hui dans le cyclisme moderne, très jeune, ça veut pas dire grand-chose. Et finalement, sur sa première partie d'année, même s'il démarre bien, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu un trou au milieu. Où en effet, il est pas mauvais sur les semi-classiques, mais entre mars et avril, c'est pas foufou, je trouve. Voilà, il en gagne un peu par-ci par-là, mais et en fait, il finit super bien la saison, et notamment, comme tu l'as très bien dit, Adri, avec cette victoire au Grand Prix de Québec, où là, pour moi, c'est sa victoire référence de l'année, parce que c'est vraiment celle sur laquelle
Alors oui, en début d'année, à Bessèges, il bat Mats Pedersen, mais voilà, c'est le début d'année. Enfin, c'est aussi des gars qui préparent des trucs qui viennent plus tard. Là, c'est une course de fin d'année où on a tous les grands noms qui savent s'imposer sur ce type de course. On a du Michael Matthews, on a du Moritz, on a du Laporte, on a bon Hirschi, c'est moins ça, et Alaphilippe aussi, mais ils sont quand même là. Enfin voilà, il bat vraiment des grands noms sur une course hyper intéressante. Et du coup, grâce à cette dernière course, bah, je trouve que ça remet un coup de peps quand même à son année, et moi aussi finalement ça me donne envie de lui donner les félicitations, parce que je me dis bon, ok, il a eu un trou dans sa saison, ok, peut-être on attendait presque peut-être un peu trop de lui, et puis vu que comme tu disais il a claqué dès le début d'année, bah forcément tu te dis qu'il va tout éclater dans l'année. Mine de rien, il finit super bien l'année, même si bon, son tour de Chine n'est pas ouf, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. Félicitations pour moi pour Arnaud Delis cette année, et par contre, il faudra qu'il fasse mieux l'année prochaine pour conserver les félicitations. S'il refait une deuxième saison comme ça, je sais même pas si je lui donnerai les encouragements. Voilà, là c'est un encouragement plus, donc félicitations. Et mais maintenant j'en attends encore plus cette année pour la confirmation de ce coureur qui risque d'être un très très grand coureur. Ouais, bah écoutez, pour moi, ça va être très simple, c'est les félicitations. En fait, tout simplement, le mec à 21 ans, c'est quasiment déjà le meilleur sprinter puncher du monde, quoi. Enfin, ce qu'il a montré cette année sur une arrivée en boss, le mec est injouable. Il y a qu'à voir. Enfin, il gagne sur une jambe une course là en fin d'année, alors qu'il y avait quand même de la concurrence. Il y avait des Laporte, des Caden Groves, et le mec, pour autant, il peut faire les 40-50 derniers mètres sur une jambe à pousser avec l'autre son vélo, tellement il est au-dessus de la concurrence. Il y a qu'à voir son final du Grand Prix de Québec, où à 200 mètres de l'arrivée, il est encore en 20e position du peloton, très très loin de la première place, et il fait un sprint de mammouth pour aller gagner. Sur les championnats d'Europe, il se sacrifie et il roule 1 kilomètre entier pour Wout van Aert, et finalement, il finit quasi dans la roue des 2-3 premiers. Donc non, il y a Arnaud Delis, il est hyper fort. En fait, moi, ça, c'est sa deuxième saison pro. Là, elle me fait beaucoup penser à l'époque à celle de Peter Sagan qui avait explosé en 2010, et on disait qu'il allait tout casser. Il avait fait une deuxième saison. Il avait gagné beaucoup comme Arnaud Delis, mais il n'avait pas brillé finalement, sur les monuments. J'ai l'impression que c'est peut-être ça qui peut ternir un peu l'image d'Arnaud Delis. C'est que voilà, on l'a vu lâcher rapidement sur Milan-San Remo, sur Paris-Roubaix quand même. Si je dis pas de bêtises, il fait un top 15 sur son premier Paris-Roubaix, alors qu'en plus, il a pas mal de problèmes pendant la course. Donc, non, moi, je trouve que justement, c'est l'année de la consistance. Forcément, par rapport à sa première année, il a fait beaucoup plus de grosses courses. Donc, c'est dur de tout gagner, etc. Mais à 21 ans, on a vu qu'effectivement, il manquait d'endurance, voilà, de résistance peut-être sur des grosses courses. Mais ça va se travailler avec l'âge. Et en tout cas, voilà, sur son terrain, là où il excelle, c'est-à-dire les sprints en boss, il est vraiment, pour moi, déjà quasi injouable. Et puis, on l'a vu sur pas mal d'autres courses également à la bagarre. C'est un mec qui a une grosse caisse. Donc, non, à 21 ans, c'est super ce qu'il fait. Enfin, voilà, il a joué quasi avec des tout meilleurs coureurs quasi toute l'année. Donc, voilà, pour moi, félicitations à Arnaud Delis. À son âge, c'est fou. Et je pense que voilà, ça va être encore bien mieux cette année maintenant qu'il a réalisé une année assez complète comme celle-là. Donc, bravo Arnaud Delis. Et les félicitations de ma part. Juste petite précision, Titien, il fait 50e sur Paris-Roubaix. D'accord, excusez-moi. Par contre, il a fait un très bon à travers la Flandre où il fait 6e. Mais ok, je pensais qu'il avait fait un meilleur Roubaix. Mais non, okay, pas de souci, okay. Mais j'ai les notes sous les yeux, c'est pour ça que je me permets de. Tu fais bien de me reprendre. Non, pas de souci. Professeur d'efficacité, qu'avez-vous pensé d'Arnaud Delis ? Alors moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites. Il est extrêmement jeune. Enfin, il a 20 ans. Il est en train de... C'est le futur de la Lotto. Je pense dans le futur, on va l'attendre sur les classiques. Mais là, c'est un gamin quand même. Il a 20 ans, il fait une saison exceptionnelle pour quelqu'un qui a 20 ans. Il finit sur une chaussure, comme Titien l'a dit. Il est extrêmement explosif. Je pense que pour moi, oui, il a les félicitations. Mais il va devoir progresser dans le futur. Et je le vois que progresser. Donc, non, je pense que ça a été une très, 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 très bonne année pour le jeune qu'on peut dire en maternelle, quoi. Tout à fait. Avant qu'on enchaîne pour clôturer sur Arnaud Delis, maintenant, messieurs et notamment professeur de panache, qu'est-ce qu'on attend pour lui sur cette année 2024, soit pour confirmer, soit pour aller chercher peut-être encore plus? Oui, c'est un petit peu dans la continuité de ce qui a été dit par mes collègues.
Il faut qu'il progresse, il faut qu'il aille chercher d'autres succès. On sait qu'il peut enchaîner les victoires, 9 succès en 2022, 10 succès en 2023. Ça, on sait qu'il sait faire. Et je pense que ce qu'il va falloir apprendre et ce sur quoi il va devoir se focaliser dès 2024, c'est viser des gros objectifs et être performant sur cela et gagner des grosses courses. Parce que maintenant, vu ses résultats les 2 dernières saisons, c'est là où on l'attend. Et effectivement, c'est toi-même qui l'avais dit. S'il refait le même genre de saison en 2024, c'est pas là où on l'attend. C'est pas là où on l'attend qu'il aille gagner 3 étapes du Tour de Belgique ou des courses 1 pro ou 1.1. On l'attend plus là-dessus, Arnaud Delis, donc il va falloir qu'au niveau World Tour, il franchisse un palier et également qu'il arrive sur les courses de plus de 220, 230 km à être performant parce que là, on sent qu'il y a un petit manque. Donc voilà, si je devais résumer, c'est briller là où il ne l'a pas fait encore. Écoute, je dis exactement comme toi, hein. Clairement, je suis sur la même lignée. Rien de plus à dire, mais par contre, en effet, une année comme celle-là l'année prochaine sera pas suffisante. Voilà, pas forcément d'aller gagner tout de suite des monuments, mais ne serait-ce que des classiques où il était déjà pas loin cette année. Hein. Il prend une belle 2e place sur l'Omloop, il est 7ème sur Kurn, il est 6ème à travers la Flandre. Enfin voilà, clairement, il est pas loin. S'il en gagne ne serait-ce qu'une, voire 2, plus peut-être se confronter à un grand tour, aller voir ce qu'il vaut un peu, peut-être aller gagner une étape. Bien sûr que ce sera annoncé suffisant. sur le Tour de France apparemment. Ok. Donc ça va être très intéressant. Mais oui, on va le voir dans les sprints massifs sur les grands tours. À voir, c'est pas forcément là où il excelle le plus quand il y a une grosse densité, parce qu'il y a quand même le placement. On a pu apercevoir quelques difficultés de placement pour Arnaud Delis, mais ça c'est pareil, c'est un truc à travailler. Et je pense que lui, il a été habitué depuis toujours à gagner uniquement en appuyant 4 fois plus fort sur les pédales que les autres. Donc va falloir également aiguiser le sens tactique. Voilà, donc dans la même lignée. Ouais, bah moi je vais vous suivre aussi. Pour moi, une saison réussie. Voilà, maintenant qu'il a montré ce qu'il savait faire, il faut jouer avec les tout meilleurs sur les plus grandes courses. Et ça veut dire gagner des étapes sur les courses d'une semaine. Je ne sais pas s'il va sur Paris-Nice, sur des courses comme ça, mais je serais déçu s'il en claque pas une. Ça veut dire pour moi aller claquer sa première victoire sur le Tour de France. Vu les quelques étapes de sprint, un chouïa vallonné qu'il y a, l'étape des chemins blancs, etc., il y a quand même pas mal d'étapes qui lui conviennent à Arnaud Delis. Et moi, je le crois tout à fait capable d'aller chercher une première étape. Et puis, moi, j'aimerais le voir, je dis pas gagner parce que la concurrence est rude, mais c'est l'enchaînement des 3 monuments, là, Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Bah, j'aimerais bien le voir voilà, aller à la bagarre pour la gagne sur un de ces 3 monuments. Milan-San Remo, ça peut quand même parfaitement lui convenir. Donc voilà, une saison réussie, pour moi, ouais, ça passerait quand même par ouais, à minima un top 5, voire un podium sur un monument pour montrer que sur des courses où il y a le gratin du peloton mondial et notamment des sprinters et des punchers, il est là. Donc voilà, il doit maintenant montrer toute l'étendue de son talent face aux meilleurs mondiaux. Loïc. Moi j'ai hâte de le voir sprinter parmi les grands, aller voir sur un grand tour, voir ce qu'il peut faire contre un Philipsen. Et je pense qu'il va être... Bon, la Lotto, c'est quand même une bonne équipe, mais je sais pas comment... Est-ce qu'il va bien être entouré pour gagner des sprints massifs? Après, c'est peut-être pas forcément là-dessus qu'il va concentrer sa saison, mais comme on l'a tous dit, enfin, on a tous très hâte de le voir sur les grands tours et sur les classiques. Après, faut pas lui demander, je pense, de gagner une classique directement, parce que il est jeune. Enfin, je pense que la principale chose qu'on peut dire avec lui, c'est qu'il est tellement jeune que faut pas lui en demander grand-chose. Et après, là, je regardais, son contrat a l'air d'être blindé jusqu'en 2026, donc il n'a pas forcément une très grosse pression aussi au niveau des résultats. Et je pense que la Lotto va tout faire pour le garder, donc je pense que c'est bien qu'il reste aussi chez la Lotto, qu'il construise une équipe autour de lui. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire. On peut dire que rester chez Lotto, ce sera peut-être sa destinée. Oh, professeur de panache, enfin. Quel panache toujours celui-là. Très bien, écoutez, il me semble qu'à l'unanimité, nous sommes sur les félicitations pour monsieur Arnaud Delis. Nous pouvons enchaîner.
Eh bien, écoutez, je vais vous présenter un autre coureur, moi, et comme vous vous en doutez, c'est un sprinter, hein, bien évidemment. C'est Olaf Koy. Alors, Olaf Koy, je trouve que mine de rien, sa saison 2023, elle est pas si incroyable que ça. À la base, j'étais parti, c'est l'inverse d'Arnaud Delis pour moi. J'étais parti pour lui mettre les félicitations en me disant, ah quand même, il avait une très belle saison. Il est tout jeune lui aussi, hein, il a que 22 ans. Et puis finalement, je me rends compte que sa saison 2022, même si en 2023 il a une très belle victoire de référence, notamment sur Paris-Nice, où on sent qu'il il va gagner des courses un peu plus difficiles, pour le reste, j'ai l'impression que il n'a pas vraiment été meilleur dans l'ensemble de ses victoires et sur les courses sur lesquelles il a couru que ce qu'il avait fait l'année 2022. Et notamment à la fin de l'année 2022, alors c'est très intéressant parce qu'en plus je crois qu'on parlera de Philipsen plus tard, mais sur la fin de l'année 2022, il bat 2 fois Philipsen, une fois en octobre, là, sur, vous m'en voulez pas, mais je ne vous prononcerai pas la course, elle arrive à Münster, voilà, enfin à Münster si ça vous intéresse, en Allemagne, mais elle avait lieu le 3 octobre, et puis il le bat aussi sur le Tour du Danemark, lors de l'étape 3 qui remporte, et là on se dit, Olaf Koy, sprint massif, il pète 2 fois Philipsen l'année prochaine sur tous les sprints massifs qu'il fait, même quand il y aura du monde, il y a quand même des chances qu'il soit toujours là. Et pourtant, sur cette année, on se rend compte que quand il est confronté vraiment au gratin du sprint, c'est pas toujours ça. Alors, il en gagne 2 belles sur le Tour de Chine en fin d'année, où il bat Milan notamment. Il fait un Tour de Grande-Bretagne exceptionnel où il gagne les 4 premières, mais ça me fait un peu penser, on en reparlera encore une fois avec Philipsen, quant à Wout van Aert en poisson pilote, ça ouvre des opportunités, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, ça reste des courses où finalement c'est pas non plus les courses les plus exceptionnelles de l'année. Et Olaf Koy, je l'attendais quand même un tout petit peu plus capable d'aller gagner, notamment en début d'année sur le AE Tour, quand il est confronté au gros sprinter. Sur Paris-Nice, comme dit, il en prend une. Puis après, derrière, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il s'impose sur des courses où il y a de la concurrence, mais c'est pas le top du top niveau. Donc pour moi, cette année, ce sera encouragement, c'est-à-dire la saison est bonne, je veux pas ne rien mettre, mais l'année prochaine, en plus t'es sur le Giro PPR, t'auras Wout van Aert avec toi, ramène le cyclamen ou va claquer 2 ou 3 étapes, enfin voilà, mais j'attends encore un palier pour donner les félicitations à Olaf Koy. Ah, je te trouve quand même dur. Moi, je trouve que sa saison, elle est excellente. Et pour moi, c'est mais je suis dur, Titien, je suis dur. Ouais, non, mais... mais écoute, moi, je vais être un peu plus... Voilà, tu sais, l'école en France, on est un peu sympa. Voilà. Non, mais non, pour moi, Olaf Koy, c'est une très très bonne saison. Enfin, encore une fois, on banalise à chaque fois le fait que ces jeunes de 20 ans, 21 ans, etc., enfin, on attend tout de suite qu'il gagne tout, mais à l'âge qu'il a et surtout enfin, Olaf Koy, il n'est pas autant des Delis, des Philipsen sont dans des équipes totalement dédiées au sprint, autant Arnaud Delis, quand on lève Wout van Aert comme poisson pilote, il a les frères Van Dijk, voilà, mais il a quand même pas un train incroyable pour l'emmener au sprint. Et donc, pour l'avoir beaucoup suivi, souvent, il était mal placé, il devait se débrouiller tout seul. Et je trouve quand même que dès qu'il a été mis par son équipiers, assez rarement quand même, je trouve, en position idéale, il n'y a qu'à voir sur Paris-Nice où il bat quand même des Tim Merlier, des Delis, le gratin en fin de saison, il est sur le Tour de Grande-Bretagne. Alors certes, il est emmené par Wout van Aert, mais ensuite, il gagne tellement facilement, il a une pointe de vitesse quand même assez phénoménale. Il paye aussi son calendrier parce que forcément, les objectifs de la Jumbo, c'est avant tout les courses par étapes, les grands tours, et on s'embarrasse moyennement d'un Olaf Koy. Donc il est plutôt été mis sur des courses secondaires et à chaque fois il a scoré et largement il aime remporter des classements généraux, tout ça. Donc non, Olaf Koy, pour moi, c'est une super saison. Il fait même un top 3 au championnat d'Europe en fin de saison. Il prouve quand même que sur des petites bosses, il sait les passer. Je me souviens de la classique Bruchspan en début d'année que remporte Philipsen avec plein de bordures. Ils finissent sur une course toute plate, ils finissent à 4. Philipsen, il est très 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 fort et pourtant Olaf Koy, il est battu que d'une demi-roue. Donc non, pour moi, à la fois, il subit plusieurs choses. Il subit son calendrier, qui n'est pas le calendrier principal. Il subit forcément du coup le fait qu'il est chez Jumbo et que c'est pas une équipe tournée vers les sprints. Et puis il subit également la domination de Philipsen, parce que si tu enlèves Philipsen, je pense que ça lui rapporte encore 3-4 victoires de plus à Olaf Koy. Donc non, pour moi, c'est les félicitations. À son âge, ce qu'il fait, c'est super. Et cette année, enfin, il va pouvoir être mis sur un grand tour avec la Jumbo. Donc voilà, une progression logique. Mais en tout cas, en termes de sprint pur et de pointe de vitesse, pour moi, il m'impressionne vraiment. Et il est déjà parmi les 3-4 meilleurs sprinteurs mondiaux. Donc à son âge, à 22 ans tout juste à l'automne, là, pour moi, c'est un top sprinter, Olaf Koy.
Très bien. Loïc, es-tu parmi nous? Oui, Parfait. le professeur d'efficacité a quelques problèmes techniques, mais La connexion n'est pas efficace, mais tu es de retour au meilleur des moments. oui, mais donc je n'ai pas pu très bien entendre ce que mon collègue Titien a pu dire. J'ai mis Mais les ce que je félicitations. Il a mis beaucoup de bien. Ok, Voilà. ok. Bah, c'est quand même compliqué avec lui, les félicitations carrément. Je pense qu'il a quand même, il fait un tour d'Angleterre exceptionnel avec un poisson pilote exceptionnel. Bon, après, le Tour d'Angleterre, j'ai cru comprendre qu'ils avaient plus trop les financements pour l'année prochaine et que la concurrence n'était pas exceptionnelle. C'était un truc qui était un peu joué à l'avance avec un parcours très très ennuyeux. Bon, là, je suis en train de tirer sur les Anglais, mais bon, les roast beef, on va pas. Qui ne l'a jamais fait? Qui ne l'a jamais fait exactement. Donc il fait premier sur les 4 premières étapes, il est très fort. Bon, il gagne pas le général. Mais il est aussi extrêmement jeune, il a 22 ans. Bon, et il n'a pas une équipe, enfin, je crois que Titien le disait, il n'a pas une équipe qui est dédiée aux sprinters. Pour lui, il est dans une énorme armada. Pour moi, ce sera plutôt les encouragements, en fait. Parce qu'il n'a pas fait une saison incroyable, il n'a pas gagné sur un grand tour parce qu'il n'y était pas. Et l'année prochaine, j'ai envie de le voir briller sur le Tour d'Italie avec Wout aussi. Mais les félicitations, ça fait un peu beaucoup pour moi, je trouve. Mais les encouragements, je pense que c'est quand même un truc, c'est quand même une saison positive pour lui. Et hâte de le voir progresser vers la maturité. Et j'espère aussi qu'il va pouvoir être mieux entouré chez la Jumbo. Après, est-ce qu'on veut vraiment que la Jumbo se renforce encore plus à voir. Voilà. Ouais, bah, moi je vous trouve assez dur dans l'ensemble avec Olaf Koij, parce que je pense que si à l'orée de la saison 2023, on avait annoncé par avance toutes les victoires qu'il allait pu avoir, notamment celle acquise sur Paris-Nice, d'innombrables succès. Alors, il faut que je me replonge. Je crois qu'il y a 13 succès pour lui sur cette année 2023. Je trouve c'est un petit peu sévère, surtout que, comme Titien l'a très justement dit, il choisissait pas trop les courses sur lesquelles il allait aller. Donc c'était un petit peu, bah là tu vas là parce que bah il faut faire le nombre et puis de toute façon t'es pas dans les prioritaires dans la jumbo. Et bah il a été très très régulier. Il a gagné quasiment sur chaque course à étapes à laquelle il a participé, à une ou deux exceptions près. Et franchement, il a répondu hyper présent. Donc pour moi, c'est clairement félicitations à Olaf Koij, qui a, je pense, explosé cette année et qui a du coup mérité en faisant ça une sélection pour son premier grand tour qui sera le Giro. Donc on va enchaîner après sur les perspectives 2024. Mais clairement, il va falloir confirmer tout ça en allant gagner au moins une étape. C'est le strict minimum sur le Giro. Mais non, clairement, pour moi, sa saison 2023, elle est très, très réussie. Je le rappelle, tributaire du calendrier que lui a imposé son équipe. On peut pas lui en vouloir de pas avoir gagné de grandes courses, bah, tout simplement parce qu'on l'a pas aligné sur ces grandes courses. Au niveau World Tour, hein, il y a l'UEAE Tour, qui n'est pas non plus... voilà. Bah, encore que maintenant, c'est assez relevé. Paris-Nice, il gagne 2 étapes. Un chrono par équipe quand même. Ouais, donc une étape, j'avoue. Il fait deuxième à Fontainebleau. Et voilà. Mais en tout cas, il arrive à lever les bras. Et après, deuxième de Bruges de Panne, huitième de Gand-Wevelgem. Pareil, on l'attendait pas forcément. Et puis au championnat d'Europe aussi, hein, où il est très très en vue. Donc, ouais, il fait podium, c'est ça, il fait troisième. Donc, non, pour moi, la saison, voilà, félicitations pour cette belle saison. Très bien, et bien malheureusement c'est cruel pour Olaf Koij, mais puisque je suis son professeur référent pour cette année, c'est donc les encouragements qui lui seront attribués, puisque nous sommes deux à lui donner les encouragements et deux les félicitations. Alors qu'attendre l'année prochaine d'Olaf Koij pour enfin aller chercher les félicitations? Je pense qu'on l'a tous un peu dit, c'est des victoires en
encore plus conséquente, parce que juste pour revenir, en effet, sur cette année, il y a 13 victoires, enfin 12 et demi. C'est une très belle saison, mais moi je trouve que par rapport à celle de 2022, je vois pas un gros step qui a été passé. En 2022, il gagne 9 fois sur des courses à peu près pareilles. On l'a vu écraser des courses comme il avait pu le faire l'année précédente. Donc là, vraiment, pour moi, le nombre de victoires, finalement, si ça reste au même niveau, comment dire, c'est pas forcément ce qui m'intéressera le plus. Donc j'attends de notre ami Olaf pour cette année d'aller chercher des grosses victoires, des victoires clés, des étapes sur les grands tours, etc., etc., et qu'on se dise à la fin de l'année, ouais, ok, c'est un sprinter de classe mondiale capable de battre les meilleurs dans les meilleures courses, et maintenant, il faudra compter sur lui l'année prochaine, enfin dans 2 ans, quand il se battra sur le Tour de France contre Philipsen, et sur chaque sprint, ça se jouera à une demi-roue ou autre, parce que les deux auront un niveau stratosphérique. Voilà mes attentes pour Olaf Koy et pour aller chercher les félicitations en 2024. Ouais, bah, je te suis. Il va falloir continuer à gagner sur les grandes courses qu'il a déjà commencé à faire l'année dernière. Mais voilà, il va vraiment falloir le faire. Moi, je vous le dis, les gars, hein, Olaf Koy, très très rapide, emmené par Wout van Aert sur le Giro, mais ça va scorer de fou. Si vous avez un mec à prendre un sprinter que vous voulez prendre dans votre équipe Cycling Fantasy à ce moment-là, mais prenez Olaf Koy. Emmené par Van Aert, il n'y a qu'à voir autour de Grande-Bretagne, même si c'était pas la même concurrence, mais il n'y avait aucun souci, quoi. Non, moi je le vois, je pense qu'il va en taper plus d'une sur le Giro. J'attends également de le voir sur beaucoup d'étapes d'épreuves World Tour d'une semaine. J'attends de le voir sur les courses pavées. Je pense qu'un Paris-Roubaix, Olaf Koy, c'est tout à fait dans ses cordes. Si Philipsen l'a fait cette année, Olaf Koy, pour moi, il a toutes ses chances aussi sur une course comme ça. Et en plus, il pourra toujours jouer du jeu d'équipe dans l'équipe dans l'équipe Visma Lease the Bike avec Laporte et Van Aert. Je l'attends également sur un Milan-San Remo. On sait que Van Aert, normalement, ne l'a pas prévu à son programme cette année, donc peut-être un Olaf Koy emmené par Christophe Laporte, ou qui pourrait profiter justement du jeu d'équipe avec Laporte en tête pour pas en mettre une et faire un sprint final. Donc non, pour moi, il peut briller dans plein de courses, dans les courses pavées, dans les sprints massifs, dans les courses un chouïa vallonné. Donc moi, voilà, je l'attends pour avoir une razzia de victoires et beaucoup de victoires en World Tour cette année et montrer que il est vraiment devenu, avec Philipsen, le meilleur sprinter du peloton. Ouais, je pense que là, il a un programme World Tour super relevé. Sur Paris-Nice, j'ai hâte de le voir aussi. J'ai envie de le voir s'entraîner parmi les grands. Et peut-être que sur Milan-San Remo, il va peut-être travailler pour Laporte. Peut-être qu'on pourrait voir une victoire française sur un monument pour une fois. Et non, sur le Giro, il va faire une razzia avec en poisson pilote Wout. Ça va être exceptionnel. Après, j'ai pas envie de prendre un pas en avant, mais on a peut-être un autre élève qui va essayer de gagner sur le Giro, mais non, ça va être super intéressant comme saison pour lui. Oui, voilà, tout a été dit, et je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Pour moi, c'est voilà, franchir encore une étape et puis se confronter plus aux meilleurs et aller remporter des victoires sur les grands tours. Très bien, professeur de français, c'est à vous. Quelqu'un qui a brillé, il me semble, en France l'an passé. Oh oui, quelqu'un qui a fait une razzia l'année dernière, hein, Jasper Philipsen, effectivement, qui a brillé à la fois en France, mais pas qu'en France, partout dans le monde. Lui, il parle toutes les langues parce que il a vraiment gagné partout, même en Turquie jusqu'à la fin de l'année. Et c'est tout simplement avec 18 ou 19 victoires, 19, je crois, si je dis pas de bêtises. Il doit être soit 18, soit 19, mais le meilleur scoreur de tous les cyclistes, même devant Pogacar, devant Vingegaard ou Roglic, c'est lui qui a le plus gagné dans l'année 2023. Jasper Philipsen, il s'est affirmé tout simplement comme le meilleur sprinter du monde. 4 victoires sur le Tour de France, le maillot vert. Il en a laissé une à Jordi Meus sur les Champs-Élysées et puis une à Jasper Philipsen dans la finale en faux plat montant près de Limoges. Mais sinon, le mec était intraitable sur les sprints, parfaitement emmené par Mathieu Van Der Poel, reconverti en poisson pilote, mais ça avait déjà commencé en début d'année. Et alors là, lui, pour le coup, c'est que sur des grosses courses, puisque au début d'année, il en claque 2 sur Tirreno Adriatico, il remporte la classique de Panne sur Milan-San Remo, il est dans le coup, il termine dans le groupe juste derrière les Cadors. Il gagne sur le Tour de Belgique, il gagne plein de courses. En fin d'année, il est encore là. Pardon, donc non, très très fort. Très très fort Jasper Philipsen, et puis il a montré également en 2023, et c'est pour ça que je vais lui adresser les félicitations, même s'il avait fait qu'être le meilleur sprinter, je lui aurais adressé, mais là c'est des doubles félicitations, j'ai envie de dire, puisqu'il s'est montré également peut-être comme un
un Flandrien en devenir. On l'a beaucoup vu sur les courses flandriennes, animer les courses. Et puis en point d'orgue, son Paris-Roubaix, où Jasper Philipsen, impressionnant sur Paris-Roubaix. Et on se souvient, il était là dans le groupe qui s'est détaché après la trouée d'Arambert. Et puis, voilà, pendant que tous les autres se faisaient laminer par les attaques de son équipier Van Der Poel, lui, il pouvait à peu près faire de la patinette. Bon, c'est vrai qu'il a créé un petit attentat sur John Degenkolb à un moment, mais en tout cas, sur le niveau physique, ça enlève rien à sa course. Il finit deuxième en se permettant le luxe même de finir derrière Van Der Poel et de battre Wout van Aert. On sentait que sur le plat, voilà, le mec avait une puissance. Et puis en fin de course, il avait encore de la réserve. Donc non, est-ce que Jasper Philipsen finalement ne serait pas un profil un peu à la Tom Bonnen, c'est-à-dire un excellent sprinter, mais également excellent Flandrien? Seul l'avenir le dira, mais en tout cas, pour avoir été un des meilleurs Flandriens et tout simplement le meilleur sprinter de l'année, évidemment, Jasper Philipsen. Félicitations, je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux pour cette année 2023, donc bravo à Jasper. Moi, je pense que il a été tout simplement incroyable sur toute la saison. Enfin, il fait un Tour de France. Il y en a tous les ans. Il y a un sprinter qui, enfin, il avait déjà explosé avant, mais il y a toujours un sprinter qui surnage et ça a été lui cette année. Il gagne le maillot vert. Il est incroyable. Il surpasse tout le monde. Il fait quelques attentats. Après, c'est aussi la marque des grands sprinters de gagner et d'avoir de l'autorité. Et sur son Paris-Roubaix et sur les classiques, enfin, Titien l'a dit, mais il est en devenir un excellent coureur. Et peut-être que Paris-Roubaix, je pense que notre petit chouchou Van Der Poel va être là, mais peut-être qu'un jour sur Paris-Roubaix, il peut le gagner. Enfin, il a parfaitement les capacités de le gagner. Et je pense que il peut gagner partout. Enfin, il peut gagner sur tous les grands tours, sur les classiques. Et les félicitations, on peut donner que ça. Enfin, il n'y a pas de débat pour moi. Ce sera les très, 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 très grandes félicitations pour lui. Effectivement, hein, pas grand-chose à ajouter de plus. Les félicitations, une grosse domination sur le Tour de France qui est la course de référence, le maillot vert remporté, et puis une présence. Enfin voilà, ce serait intéressant d'avoir le ratio des sprints auxquels il a participé et ceux qu'il a remportés. Mais franchement, c'est hyper impressionnant. Voilà, et puis bon, effectivement, en tant que prof de panache, ce petit Paris-Roubaix, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc oui, clairement, félicitations Jasper Philipsen pour cette saison 2023 absolument remarquable. Écoutez, tout pareil que vous, hein, et notamment sur le fait que pendant longtemps j'ai pensé que c'était un peu un couteau suisse et je le trouvais pas forcément capable d'aller s'imposer, notamment face aux gros sprinters de plat, on va dire, hein, ces sprinters type Groenewegen, où on parlait de Lifecoy tout à l'heure, qui sont vraiment dédiés à tout exploser, mais qui passent pas forcément bien les bosses. Moi, je trouvais que Philipsen, il avait plutôt un profil où il était capable de faire plusieurs trucs, mais des fois, je trouvais qu'il lui manquait un peu de vitesse. Cette année, il a prouvé que hein, il peut faire deuxième de Paris-Roubaix et éclater tout le monde au sprint. Ce sera les félicitations, mais j'aimerais également lui dire attention au comportement, Jasper. Voilà, Jasper, plusieurs fois on t'a vu. On t'a vu physiquement des fois être pas forcément au top avec les autres coureurs autour de toi. On t'a vu jouer un petit peu le parrain aussi sur le Tour de France là, quand t'as envie d'aller dire aux autres toi t'attaques pas, toi tu fais pas ci, toi tu fais pas ça. Jasper, je sais bien que voilà, dans ton équipe, hein, t'as pas forcément des gens qui te montrent le bon exemple, hein, tes aînés normalement, qui peuvent cracher sur des spectateurs ou mettre des droites à des enfants dans des hôtels. Mais malgré tout, Jasper, je vais te demander. Directement attaqué. Oh là là. Non, je dis juste que forcément, quand on n'a pas toujours les meilleurs modèles dans la vie, on prend pas toujours le meilleur chemin, c'est un fait. Mais non, par contre, en vrai, moi, autoritaire. Il y a des attitudes qu'il a eues que j'ai pas aimées, voilà. Et notamment quand il se permet, je sais plus sur quel coureur là, il se permet d'aller parler là dans une étape en mode t'attaques pas maintenant et tout, enfin genre voilà, c'est des comportements. Pascal Encorn, je crois. Oui, ça, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et ça, c'est abusé. C'est des comportements que j'aime pas du tout, et va pas prendre le melon. Et franchement, hein, bien sûr, je mets une petite pique à Van Der Poel pour vous embêter vous, parce que voilà, machin, c'est rigolo. Mais juste vraiment, c'est ce que je pense. Et des équipes qui commencent collectivement à pas forcément avoir des bonnes images parce que y a plusieurs coureurs qui se permettent des choses un peu déplacées. Moi, je trouve pas ça ouf. Et par exemple, tu vois, si je devais donner un avis, tout le monde, par exemple,
a des fois tendance à taper sur telle ou telle équipe parce qu'ils gagnent la course, parce qu'ils ont pas l'air cool, parce que machin, parce que le manager de Visma il va dire gna gna gna, faut pas boire une bière, et en effet ça fait un peu tête de con. N'empêche qu'il y a d'autres équipes qui aussi en course ont pas des caractères de ouf, et Philipsen, je trouve que là il a fait 2-3 trucs cette année sur lesquels moi je suis pas ok. Donc au niveau des performances sportives, il y a rien à dire, il a marché sur la concurrence, il a été très fort et très polyvalent. Par contre, au niveau du comportement sur le vélo, c'est-à-dire même dans les sprints où des fois ils gardent pas sa ligne, machin, tout ça, et bien sûr, voilà, les sprinters, on sait que c'est pas tous des enfants de cœur et qu'il faut savoir se faire une place, etc., etc. Mais il a aussi montré que ce qu'il faisait dans les sprints, il était aussi capable de le faire à d'autres moments, c'est-à-dire quand il veut aller parler à quelqu'un ou lui foutre un coup de pression, et du coup, voilà, ça va dans le complément de moi, c'est pas forcément des attitudes que j'ai envie de voir dans un peloton. Ouais, bah écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Si tu veux, j'enchaîne sur du coup ce qu'on attend Mhm. ce que j'attends de lui en 2024. Et bah écoute, bah j'ai 3 points. Le premier, bah, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit, parce que c'est pas parce que je présente ce coureur et je dis que je lui donne les félicitations que c'est mon coureur préféré dans le peloton. Loin de là, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a quand même des attitudes. Voilà, il y en a qui prennent un peu la grosse tête ou qui font un peu les caïds, et je pense que Philipsen, j'attends vraiment qu'il se calme de ce côté-là, parce que moi, ça m'a pas du tout plu, effectivement. Surtout ce que j'ai vu sur le Tour de France, où là, pour le coup, il pourra pas dire que c'était involontaire ou quoi que ce soit, quoi, quand tu vas chercher des coureurs comme ça et que tu fais le parrain de la mafia. On a vu ces attitudes par le passé de coureurs qui étaient franchement pas des exemples, j'ai envie de dire. Donc voilà, il faut arrêter ces comportements-là et puis qui redescendent un peu sur terre. Voilà. Ah, cela étant dit, il y a 2 autres points pour moi. Le deuxième qui va être le plus important pour moi, ça va être de confirmer en 2024, parce que c'est super d'avoir survolé sa discipline une année, d'avoir une année où on est le meilleur, où tout marche bien, etc. Mais on le sait, c'est toujours plus dur de confirmer l'année d'après. Et rien que s'il arrive à refaire la même saison que cette année, bah, ce serait incroyable. Et donc voilà, pour moi, ce que j'espère pour Jasper Philipsen, c'est de pouvoir confirmer, de montrer qu'il a toujours cette pointe de vitesse, que ça se passe toujours bien dans les sprints, qu'il sait parfaitement se placer, qu'il est parfaitement placé par son équipe, et puis surtout bah, qu'il aille chercher une ribambelle de victoire au World Tour, hein. Je pense que s'il continue à aller chercher un maillot vert et 3-4 étapes sur le Tour de France, plus des courses, hein, des étapes un peu partout au sprint sur les courses enfin sur les courses par étapes d'une semaine, voilà, il aura totalement réussi enfin sur sa lancée finalement. Et puis le troisième chose pour moi, c'est les courses d'un jour. Et il y a 2 courses d'un jour que j'ai dans le viseur de Jasper Philipsen. La première, c'est Paris-Roubaix. Je pense que il y a des chances que ce soit le grand leader de l'équipe Alpecin de Koenig sur le prochain Paris-Roubaix. Je suis pas sûr que Van Der Poel il retourne, ou en tout cas il retourne en tant que leader absolu. Je pense que voilà, Jasper Philipsen, il a montré que sur une course comme ça, en plus, il a l'avantage d'avoir cette pointe de vitesse et de ne pas être celui qui doit forcément se débarrasser de tout le monde. Donc voilà, s'il est aussi fort que cette année, il sera très très difficile à battre. Donc moi, je l'attends vraiment tout simplement remporté par Roubaix. Et puis la deuxième chose, alors j'ai moins de certitude que sur Roubaix, mais je l'attends également sur la course des JO, parce que certes, c'est une course difficile avec des montées dans Paris enfin, ça savait grimper, etc. Mais c'est quand même un profil qui peut convenir à Jasper Philipsen. Alors, ils seront que 4 Belges à être sélectionnés, hein, donc déjà, il faudra faire partie des Belges sélectionnés. Mais voilà, Jasper Philipsen peut tout à fait, sur son niveau de base, aller rêver d'une médaille olympique. Donc voilà, je l'attends en tout cas sur briller sur les courses d'un jour, et plus que des semi-classiques qui sont pour moi largement dans ses cordes. Ouais, voilà, je l'attends vraiment sur soit Roubaix, soit sur les JO, pour aller chercher un podium, voire une grande victoire. Donc voilà, il faudra faire une saison d'exception dans tous les cas pour Jasper, pour faire aussi bien qu'en 2023. Ouais, c'est sûr qu'il va devoir quand même bosser sur son comportement, parce que sinon, s'il continue à faire ce qu'il a fait sur le Tour de France, je pense que il pourrait se voir enfin pas disqualifié, mais qu'on lui enlève une victoire, parce que s'il commence à la jouer physiquement comme ça, un jour on va lui taper sur les doigts, et à raison, hein, à raison de lui taper sur les doigts, parce que s'il est dangereux et qu'il met les autres coureurs en danger pour gagner, je pense on devrait lui taper sur les doigts. Et voilà, donc je pense que après Titien a dit ce qu'il fallait dire, mais oui, le comportement est quand même, enfin c'est tout simplement, ça fait pas plaisir à voir. On n'a pas envie de voir des coureurs tomber, on n'a pas envie de voir des coureurs se casser la gueule parce qu'on a un sprinter qui est un peu autoritaire. Enfin, même il est pas qu'un peu autoritaire. Et ouais, il va devoir se calmer quand même. Il va devoir se calmer sur le Tour de France et sur les autres courses, parce que sinon va falloir faire quelque chose au niveau des courses, parce qu'on peut pas autoriser des comportements dangereux. Ça peut
amené à des blessures et même à des fins de carrière pour si quelqu'un tombe vraiment très mal. Et on n'a aucune envie de voir ça sur une course cycliste. Oui, bah, j'ai pas plus de choses à dire. Je pense que vous avez été très complet, chers collègues. Juste pour clôturer, moi je pense que même si l'année prochaine il fait pas aussi bien en termes de victoire et tout, il pourrait quand même avoir les félicitations. Des fois il y a des types, on se dit faut au moins faire ça l'année suivante. Là son année elle est tellement ouf que même si il remporte moins d'étapes mais qu'il domine un grand tour, qu'il reste placé sur les monuments, alors même s'il gagne moins sur grand tour et qu'il gagne un monument, enfin voilà, il fait une saison tellement exceptionnelle. Que, en tant que sprinter, comme tu le disais, tiens, je pense que ne serait-ce que la confirmation déjà de cette saison-là, ce sera ouf, parce que j'ai l'impression qu'aussi chez les sprinters, encore plus que chez les coureurs de grand tour, la régularité dans les saisons, c'est pas forcément évident, et que des fois il y a un peu de relâchement aussi, qu'il faut aussi de la chance pour remporter des sprints, peut-être encore plus que pour remporter des grands tours. Donc voilà, ne serait-ce qu'une confirmation et gagner même un tout petit peu moins, mais continuer à gagner l'année prochaine, fera de lui un sprinter avec les félicitations, surtout au niveau où il gagne, quoi. Voilà. Je pense qu'on peut passer à notre dernier coureur. Alors, on va parler de notre nono national. On va parler d'un 3 fois champion de France, quelqu'un qui a un palmarès exceptionnel. C'est quand même, mais qui a eu une saison, on va dire, contrastée. On a eu un premier semestre qui a été gâché par une situation à la FDJ qui l'a complètement miné et une sorte d'opération de secours pour se tirer du bateau avec Arkea qui vient le chercher dès août, même avant que les transferts commencent. Et donc il fait un début de saison mais terrible, Arnaud Démare, et après il arrive à gagner sur Paris-Bourges et sur le Tour de Vendée. Il fait aussi, enfin, il gagne en Belgique, je crois. Il gagne Bruxelles, la classique de Bruxelles. Mais il a eu des problèmes avec Madio. Il a pas réussi. Il est pas du tout parti en bon terme. Et Arkea l'appelle pour les sauver, pour les maintenir en World Tour, parce que c'est lui qui Emmanuel Hébert espère qu'il va leur ramener des points, parce que c'est quand même quelqu'un c'est un élève qui a toujours été excellent, un des premiers de la classe chez les sprinters. Il a quand même gagné sur le Giro, il a gagné sur le Tour de France. Mais l'année dernière, ça a été très très. J'espère que c'est. J'ai pas envie de le voir terminer sa carrière comme ça, comme il a fait l'année dernière. Et enfin, il va dans une équipe qui est moins, enfin, la FDJ était pas vraiment tournée autour des sprinters parce c'est pour ça qu'il part, parce que ils veulent faire une équipe de grand tour. Mais Arkea, à voir qui autour de lui pour le faire gagner sur le Tour de France cette année, parce que s'il fait des sprints tout seul, je suis pas sûr qu'il va réussir à gagner à nouveau. Donc pour moi, c'est plutôt, on va pas. Enfin, faut faire attention pour Neymar. C'est faire très très attention. Pour moi, c'est pas les encouragements, c'est plutôt euh, avertissement. Voilà. Ouais, bah pour revenir sur la saison 2023 d'Arnaud Démare, c'est vrai que comme tu l'as très bien expliqué, voilà, c'est à oublier, hein, clairement, hein, avec les soucis dans son ancienne équipe, la Groupama FDJ. C'est très rare de voir ça en cyclisme, un changement de team en cours de saison. On l'a sent, il a dû être quand même bien déstabilisé, et on sait que un sprinter, il faut qu'il ait la confiance aussi pour pouvoir enchaîner les victoires. Et ces résultats sont tout simplement catastrophiques par rapport à ce à quoi il nous avait habitués depuis le début de sa carrière. Et clairement, il ne faut pas oublier que c'est un garçon qui a 95 succès professionnels. C'est assez monstrueux, et il en a eu aussi en 2023. Mais on avait l'habitude de le voir plus prolifique, et puis surtout sur de plus grosses courses que ça, hein. 8 étapes sur le Giro, 2 étapes sur le Tour, un Milan-San Remo. Bon, bref, on n'a pas assez de temps pour refaire toutes ces victoires. Mais voilà, clairement, sur 2023, saison
à oublier et il faut vraiment qu'il reparte de l'avant dès maintenant. Alors moi je vais pas lui donner les avertissements parce que je pense que les torts sont peut-être aussi partagés et que sa position n'a pas été simple et que dans ce cadre-là s'en sortir, je pense que c'était mission impossible. Il tente ce passage chez Arkea. Alors, on parlera des perspectives 2024 tout à l'heure. Mais voilà, clairement, il ne faudra pas qu'il traîne. Pas grand-chose à dire de plus sur l'année 2023 d'Arnaud Démare. Voilà, pour moi, à oublier en termes de résultats, en tout cas. Ouais, je te rejoins totalement. Une année à oublier, hein. C'est un peu triste parce que il prend de l'âge. Notre Arnaud Desmarins, il a 32 ans actuellement. 91, je crois, ouais, c'est ça. Il fait une saison qui est pas oufissime. Alors, on l'avait dit dès le début de l'année dernière. Si vous aviez écouté notre conseil de classe sur les coureurs de grand tour, on avait parlé de David Gaudu et en fait, ça arrivait assez tôt, mine de rien, dans cette saison. Cet épisode avec David Gaudu où on avait du coup appris officiellement de la bouche de David Gaudu qu'il pouvait pas se blairer, que c'était même un peu plus que pas se blairer. Et voilà, on sait quel était l'objectif de la Groupama et quelle carte ils avaient mis autour de David Gaudu. Et bah, je pense qu'ils ont simplement misé sur David Gaudu pour l'avenir. Peut-être du fait de l'âge d'Arnaud Démare aussi. Et en fait, ça a pourri toute sa saison parce que il a pas de mauvais résultats en soi, mais juste il gagne pas. Alors il gagne sur les boucles de la Mayenne. Après, c'est très compliqué. Puis en fin d'année, en effet, quand il va chez Arkea, pardon, il arrive à gagner un petit peu plus avec, comme tu le disais, le Tour de Vendée et Paris-Bourges. Après, voilà, il prend de l'âge. Je pense que, mine de rien, il faudra voir comment ils vont sur le Tour de France. Mais je sais que, par exemple, Florian Sénéchal, il a déjà été lanceur quand il était à la Quick Step pour les sprinters qu'il pouvait avoir. Donc voilà, il aura, je pense, quand même du monde pour l'accompagner et lui faire un train. Je pense que Clément Venturini, qui va pas mal au sprint aussi. Après, je sais pas s'il aime trop frotter, mais ça pourrait être utile aussi sur les arrivées. Donc il faudra voir. Une année à oublier, clairement. Pareil pour moi, pas d'avertissement parce que je pense pas que ce soit que de sa faute et notamment vu comme est sorti finalement l'affaire avec Gaudu l'année dernière, j'ai l'impression que voilà, c'est plutôt Desmarques qui a été gentiment poussé vers la sortie et que voilà, il a un peu réagi comme il pouvait par rapport à ça. Au contraire, même je l'ai trouvé très drôle quand pendant le Tour de France, il postait des petiques photos tous les jours là humoristiques, on est avec le Tour, en mode, ah, qu'est-ce qui se passe? Moi je fais du tracteur, enfin voilà tout ça. Mais voilà et par contre j'attends mieux de l'année 2024 et comme dit, les années passent. J'espère qu'il va pas nous faire une fin de carrière à la Sam Bennett. J'aimerais plutôt le voir renaître de ses cendres à la Mark Cavendish pour nous faire encore 2-3 belles années là jusqu'en 2025 chez Arkea. Donc voilà, on attend ça de lui. Il est capable et je pense que quand on regarde l'effectif, il fait partie des têtes de gondole d'Arkea pour les 2 années à venir. Ouais, bah moi je vous suis en fait. Déjà ce choix d'aller chez Arkea, alors il n'y a peut-être pas eu beaucoup de choix, mais je trouve que voilà, ça enterre beaucoup de chance quand même, parce que enfin lui sa discipline c'est le sprint, et vu sur les plus grosses épreuves maintenant les armadas qu'il y a et les sprinters qu'il y a, je me demande bien comment Arnaud Démare il va pouvoir aller regagner des grandes courses. Alors oui, c'est sûr que si c'est pour aller chercher 6-7 succès dans l'année avec des Paris-Bourges, des Tours de Vendée ou des Tours de Poitou-Charentes, bah dans ce cas on pourrait considérer que sa saison elle est réussie, mais voilà, l'année dernière c'est ça, je vois ça comme succès. Il y a 3-4 succès et c'est des épreuves de ce niveau-là. Donc, certes, il y a eu tout ce qui s'est passé avec la FDJ, avec Gaudu, tout ça. Toujours est-il que voilà, Arnaud Démare, j'ai l'impression que ça fait depuis son Giro là, qu'il avait bien réussi il y a un peu plus de 2 ans, il y a 2 ans je crois, qu'on l'a pas revu au top niveau face au meilleur du monde. Donc moi je mets pas les encouragements parce que la saison elle est pas assez réussie et je trouve qu'il revient pas assez sur les grosses épreuves. Et à contrario, c'est dur de lui mettre un avertissement vu ce qui s'est passé. Donc moi, elle m'a laissé assez neutre finalement en termes de résultats. La saison de démarre et on va en parler après, mais j'ai un petit peu peur pour la suite. Donc je vous rejoins un peu sur tout ce que vous avez dit. Qu'attendre du coup en 2024, professeur d'efficacité pour Arnaud Démare? J'aime pas faire le comptable, mais je suis professeur d'efficacité. Aller chercher des points. J'aimerais bien le voir gagner, hein, mais je pense que Arkea le paye pour aller chercher des points pour se maintenir au World Tour. C'est moche, hein, mais si ils doivent le payer extrêmement cher
Et il faut qu'il gagne. Il faut qu'il gagne sur des grands tours. Il faut qu'il fasse des bonnes places. Et faut qu'il fasse un retour. Enfin, il faut qu'il se relève. Parce que c'est vrai, moi, je l'adore ce coureur et je trouve ça super moche comment ça s'est terminé avec la FDJ. Mais il faut qu'il se mette, enfin, je pense qu'il doit se mettre il doit se mettre de la pression, mais il a quand même, il a une équipe sur le dos là qui compte vraiment sur lui et il faut qu'il score, il faut qu'il gagne. Voilà. Ouais, il faut qu'il gagne, mais je pense quand même que s'il gagne uniquement des courses 1 point en France, ouais, ok, ça fait des points UCI pour Arkea, mais clairement, moi, c'est pas du tout là où je l'attends, parce que je pense que ces courses, il peut les gagner. Non, non, là, pour vraiment qu'il montre qu'il est toujours là, il faut qu'il arrive à battre les meilleurs, qu'il arrive à gagner au niveau World Tour comme il l'a su faire. Paris-Nice, c'est une course où il a brillé. Donc voilà, s'il va chercher une étape de Paris-Nice, bah là, ok. Il y a quelques classiques, semi-classiques belges qui sont au programme, pourquoi pas, même si on sait qu'il les a un petit peu délaissés cette année, enfin ces dernières années, on ne sait pas. Et puis après, alors je pense que ça va être très compliqué d'y gagner sur le Tour de France, mais clairement, voilà, il faut, pour pas justement avoir une fin de carrière un peu en nœud de boudin et puis le voir disparaître progressivement des radars et puis faire 15e des sprints, il faut claquer une grosse course en 2024, sinon je pense que ça va être très très mal engagé. Et voilà, et c'est sûr que chez Arkea, il n'y a pas le meilleur train de sprinter, même s'il y a des gars comme Daniel Maclay, Luca Mozzato, Miles Scotson, Venturini, Sénéchal, qui pourraient l'épauler, l'entourer, mais on n'est pas non plus sur les meilleurs coureurs du monde qui ont l'habitude de faire ça. Donc, à voir. Ça risque d'être compliqué, mais clairement, il faut qu'il vise des grosses courses. Ouais, rien de plus à dire. Finalement, au vu de son âge et tout, moi, ne serait-ce que déjà qu'il continue à gagner, je trouverais ça cool. Si on peut le voir aux avant-postes dans les grandes courses, ce serait super. Aller chercher une petite étape sur Paris-Nice, une petite étape sur le Tour de France. Ce serait formidable et je lui mettrai les félicitations l'année prochaine. Donc voilà. Mais en tout cas, j'aimerais au moins continuer à le voir aux avant-postes. Ouais, ouais, bah, je sais pas, j'ai un peu peur pour tout vous dire pour Arnaud Démarre. Je sais pas ce que ça m'inspire, voilà, ce passage chez Arkea. Alors certes, voilà, il est dans une nouvelle équipe qui va, bah voilà, il est content. Je pense qu'il a besoin de partir de la FDJ après ce qui va se passer, donc il arrive avec une fraîcheur mentale, mais Démarre, on le sait, pour gagner et pour gagner face aux meilleurs, parce que mine de rien, c'est ce qu'on attend quand même. Bah, il faut un train pour Arnaud Démarre, qui est pas un sprinter qui se débrouille tout seul. Comment face au mastodonte d'un Philipsen emmené par Van Der Poel à l'équipe DSM maintenant qui a Jacobsen qui a pas mal de gros sprinters, enfin à toutes ces Olaf Koy, tout ça emmené par Van Aert, comment il va pouvoir se débrouiller Arnaud Démarre, je sais pas, j'ai un peu peur pour tout vous dire. Donc oui, en fait, j'ai aucun doute sur le fait que sur des épreuves voilà, de Coupe de France ou des plus petites épreuves françaises comme ça, il va scorer. Mais bon, c'est Arnaud Démarre, quoi. C'est le mec qui nous a porté dans le sprint pendant tout le 21e siècle, en tout cas pendant les 10-12 dernières années. Donc ça va être très dur de juste se dire que Arnaud Démarre a une saison réussie avec 5-6 victoires, ce qui ferait de lui quand même un très bon scoreur, mais sur des courses de second rideau. Donc j'espère que voilà, il aura sa chance, qu'il va pouvoir la saisir son occasion et que surtout il va arriver avec des équipiers qui vont être pleinement à son service et qui vont être efficaces effectivement. Mais j'ai un peu peur parce que la classe de français ne se passe pas très bien pour Arnaud. Donc écoute, faut y croire, mais voilà, je suis pas hyper optimiste. Très bien, messieurs. Eh bien, il me semble que nous avons terminé. Nos 4 cas sont passés pour ce conseil de classe. On leur souhaite en tout cas voilà, le meilleur pour la saison à venir. Merci. Tout le monde va pouvoir regagner un petit peu son foyer là, après cette dure journée à l'Institut et ce petit bonus conseil de classe. Eh oui, Oui, merci. c'est la période, hein, donc du coup,
On s'adapte, on s'adapte. Tout à fait, tout à fait. Et ben encore, merci bien. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, si vous nous découvrez, de vous abonner. Également, vous pouvez partager le contenu que l'on produit aux personnes autour de vous. Et j'ai oublié de faire ce petit point réclame en début d'émission. C'est dommage, mais si vous êtes encore là, c'est parfait. N'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, car Radio Fringale s'est doté d'un pôle rédac écrite avec Simon et Matt, qui vous font vivre l'actualité, hein, tout ce qu'on ne traite pas forcément en podcast, ils le font par écrit. En ce moment, ça débite, c'est à base de 3 articles, voire 4 articles par semaine, des articles de qualité super bien écrits. C'est un bon complément à ce qu'on fait déjà à l'audio, donc surtout n'hésitez pas, voilà, soit Facebook, on va pas se mentir, si vous avez la quarantaine ou plus, soit Instagram si vous êtes un peu plus jeune, on fait pas de discrimination, hein, toutes les plateformes sont couvertes par Radio Fringale, donc voilà, tout le monde est content. Mais voilà, n'hésitez pas à aller lire tout ça parce que c'est un super taf et ça permet de les mettre en lumière aussi. Donc voilà, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci messieurs. Merci, c'était comme d'hab. C'était génial. N'oubliez pas de vous alimenter comme d'habitude. Prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Radio Fringale. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Ciao les gars, bisous. Salut.